Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Des postures diversiformes dans les pratiques migrationnelles. Sariet Batibonak. Savoir et développement, SED. Association pour l'anthropologie du changement social et du développement, APAD, Yaoundé, Cameroun. Yanfidel Simba. Doctorant et chargé de cours en licence 3 de sciences de l'éducation à l'IED de l'Université Paris 8, Paris, France. Paul Batibonak. Centre de recherche d'études diplomatiques internationales et stratégiques, CREDIS, Savoir et développement, SED, Yaoundé, Cameroun. Le phénomène migratoire se nourrit des tensions et conflits jalonnant la société. Les études sur la question migratoire privilégient souvent les conflits armés, les guerres inter-États, civiles et interethniques, comme principal déclencheur des exodes massifs de population. Les facteurs économiques, socioculturels, religieux, sanitaires et climatiques en sont aussi des accélérateurs dans les sociétés contemporaines, précisément à l'ère de la mondialisation où la crise du travail social et de l'intervention sociale sont d'actualité. L'existence d'un cadre légal sur le plan international garantit la prise en charge des personnes déplacées, mais ne garantit pas la stabilité des territoires pour les générations futures qui doivent s'adapter. Simba 2014. Face aux flux et polémiques autour des migrants et réfugiés en Europe et à travers le monde, les professionnels des secteurs publics et privés œuvrant auprès d'eux se sentent mis à l'épreuve et se trouvent confrontés au défi de la maîtrise de ces flux. De plus en plus des politiques publiques coercitives sont adoptées. Ces mesures appellent aussi à des logiques de réadaptation. Comment ces acteurs se comportent-ils face aux verrous administratifs dans leur mission ? Comment agir en interne face aux paradoxes, discriminations institutionnelles et légales des politiques migratoires qui se manifestent dans les secteurs social, médico-social, sanitaire, judiciaire et dans les réseaux collectifs ? Comment ces professionnels sont-ils mis à l'épreuve face à la complexité des problèmes des migrants et réfugiés reçus dans une multitude de dispositifs en France, en Europe et dans le reste du monde ? Qu'en est-il de la situation des mineurs migrants en particulier, reçus à l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, en milieu associatif, dans les centres éducatifs, et à la protection judiciaire de la jeunesse, PJJ, dans un cadre pénal ? Yanfidel Simba montre qu'au lieu de stigmatiser les mineurs migrants sous le prétexte du tout sécuritaire, il faut s'intéresser aux récits de vie sous-jacents pour expliquer le glissement des formes de déviance ou de délinquance, et de l'émergence des catégorisations en mutation en France et en Europe, souvent étouffées par des logiques institutionnelles et normatives procédant des politiques migratoires restrictives. La réalité est à l'adéquation des mesures d'accompagnement, en contexte de privation des libertés. L'analyse biographique des itinéraires des migrants complexifie les facteurs explicatifs des migrations, dans des contextes globaux et mondialisés, Agier 2016. S'agissant de l'aide apportée aux migrants et réfugiés en France et en Europe, le délit de solidarité témoigne d'une dégénérescence des valeurs morales et des normes juridiques mises en tension. Dans des États non membres de l'Union européenne, comme la Suisse, des centaines de condamnations ont été relevées ces dernières années. Puis dans les Balkans, où des mesures similaires criminalisent l'aide humanitaire. Dans ce sens, sont invoquées des tensions et conflits entre corpus juridiques invoqués en Europe, les résistances et contournements de citoyens solidaires, dans une approche comparative de l'échelle européenne à l'échelle locale. Cependant, dans un contexte de précarisation croissante de certains groupes en migration, des individus se dénoncent comme délinquants solidaires, comme en France, au nom des lois de l'hospitalité et de la nécessité d'assistance aux personnes en danger. En France, le délit de solidarité, fondé sur l'article L622-1 du Code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile, CESEDA, réprimande toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France. Cette disposition prévoyait une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Mais la fin du délit de solidarité a été prononcée en France par le Conseil constitutionnel, le 6 juillet 2018, reconnaissant l'aide humanitaire comme un principe de fraternité. Cette nouvelle disposition évite les poursuites judiciaires contre les personnes accusées de ce délit. La censure du délit de solidarité a des conséquences sur le volet immigration,
notamment dans le système juridique français. Cette décision s'impose désormais aux juges, dans cette république mise à nu par son immigration. Guénif Souilama 2006. Les migrations internationales sont par ailleurs impactées par les technologies de l'information et de la communication, dans le cadre de la mondialisation. Les pratiques numériques dans les migrations se développent et facilitent l'accès à Internet, aux smartphones, aux réseaux sociaux sur le web et à la géolocalisation. Ces technologies sont devenues essentielles pour se maintenir en mobilité, comme pour conserver un lien transnational entre ici et là-bas. Ces mêmes technologies sont utilisées pour tracer et contrôler les individus en migration, voire pour repousser les migrants indésirables. Il convient donc d'étudier en quoi le numérique est une ressource pour des personnes en migration. Diminescu, 2010, Agier 2016. Comment la prolifération des outils numériques reconfigure-t-elle les pratiques de contrôle de différents types de migration ? Quels sont les enjeux éthiques mobilisés dans l'utilisation de ces outils, dans les recherches au sujet des migrants ? Les mutations et les conflictualités dans les politiques et processus d'inclusion sociale provoquent une relocalisation dans des territoires non métropolitains. Au regard de l'actualité et des discours médiatiques, des enquêtes de terrain analysent la répartition et la relocalisation des migrants et réfugiés des métropoles européennes vers les métropoles régionales d'une part. Et d'autre part, la littérature sur les migrations montre qu'au nord comme au sud, les dynamiques migratoires sont enregistrées à l'échelle des métropoles. Ces mutations intervenues en France dans les politiques d'asile en 2015 incitent l'État à désengorger les camps de migrants à Calais et à Paris et touchent bien avant les États européens, la Grèce, l'Italie, l'Allemagne. Quelle analyse comparative en fait-on dans l'espace européen ? Yanfidel Simba présente en outre des nouvelles clés de lecture des récits de vie et des mutations dans les catégorisations des mineurs isolés en France. Il en ressort que les analyses des situations réellement vécues par les migrants au quotidien sont en déphasage avec les rapports institutionnels. Les critères sélectifs du droit d'asile ou des politiques migratoires ont des impacts sur les récits des demandeurs d'asile. Ces contraintes contribuent aux falsifications des récits d'exil orientés vers les critères prévus par les dispositions légales. Ces logiques institutionnelles privilégient la catégorisation des exilés politiques, mais en excluent les migrants économiques et climatiques. Cependant, contrairement à ce qu'on croit en France et en Europe, les migrants économiques ne sont pas toujours des faux réfugiés, car ils sont aussi victimes de la mauvaise gouvernance. Bien que les mandatés circonstanciés et les migrants sanitaires soient pris en compte dans les dispositions du droit d'asile à l'échelle européenne, il reste cependant maladroit de privilégier un facteur migratoire, mais des facteurs migratoires qui s'entremêlent entre eux. Ces marqueurs ressortent des récits biographiques concernant les enfants et jeunes adolescents venus majoritairement de l'Afrique et de l'Asie. Après avoir subi les vicissitudes dans les routes migratoires périlleuses, les migrants affrontent les défis et incertitudes corollaires à leur insertion dans les métropoles françaises et européennes. D'un point de vue méthodologique sur l'analyse des récits biographiques, la collecte des données ne s'est pas seulement appuyée sur des récits des jeunes enfants, mais aussi sur les observations et l'analyse des contextes des pays d'émigration, de transit et d'immigration. De cette collecte de données effectuée par Yanfidel Simba, émergent 5 catégories de mineurs migrants dans la société française et qui auraient des liens avec celles des autres migrants disséminés en Europe. Les exilés, les réfugiés statutaires et les bénéficiaires de la protection judiciaire, du fait des persécutions politiques, les migrants économiques, les mandatés circonstanciés, les migrants sanitaires et les migrants climatiques ou environnementaux. La diversité des récits de vie et des contextes globaux complexifie le travail des référents sociaux, lesquels sont tenus de les retranscrire, malgré les stratégies de persuasion parfois multilinéaires des mineurs migrants. La France est l'un des pays de l'Union européenne qui accueille le plus les migrants, surtout les délégations africaines du sud du Sahara. Amanda Carolina da Silva et Juan Pablo Arias Escarcena rappellent que l'on a tenté de justifier ce fait par des mobiles historiques du temps de la colonisation. Car, la quasi-totalité de ces pays sont des anciennes colonies françaises. La France est mise à l'épreuve pour accueillir ou reconduire hors de ses frontières les rares migrants qui arrivent clandestinement par les bateaux qui accostent à Marseille, mais qui entrent en majorité par les voies ferrées et terrestres, via l'Italie.
Au fil du temps, le phénomène migratoire prend de plus en plus de l'ampleur. Le politique, pour essayer de réduire l'afflux, a parlé d'immigration choisie. Il s'agit de n'accepter que ceux qui peuvent concourir à l'éclat de la France. En d'autres termes, les faibles et les paresseux sont malvenus pour prétendre obtenir un droit d'asile ou une régularisation administrative à la préfecture. En France, certains migrants sont en transit et visent le Royaume-Uni en passant par la Manche. La région de Calais connaît particulièrement à ses portes la bousculade de ces migrants. Cet espace a longtemps été considéré comme la cheville ouvrière de l'immigration vers la Grande-Bretagne. Lorsque les conditions pour rester en France n'ont pas été remplies, les chercheurs d'asile prennent la route à la recherche des nouveaux territoires, profitant des bonnes grâces de la libre circulation dans l'Union. Mais celle-ci reste un mythe sur le terrain en raison des contrôles et du Brexit. Amanda Carolina da Silva et Juan Pablo Arias Escarcena se sont principalement intéressés à une tranche de personnes dans le processus migratoire, les mineurs. En quoi les droits de l'enfance ne sont-ils pas applicables aux migrants de Calais ? L'époque de ce qui était appelé la jungle a donné à voir des actes d'atrocité sur ces mineurs. La police y était le principal accusé. Ils ont observé des violences morales ou physiques, opprimant et empêchant des mineurs à s'installer et à s'adapter dans cet environnement. Dans un ton de témoin oculaire, à cause du choix de l'observation participative, les points saillants de cette maltraitance sont démontrés tant en ce qui concerne l'aller pour la Grande-Bretagne que le retour à Calais pour les recalés. Parfois, même les services sociaux ont souvent été refusés aux migrants. Ce genre d'obstacle met ainsi au grand jour la méthode 2 poids 2 mesures. Cet appel adressé aux décideurs invite à regarder de près ce phénomène afin que le droit prime. Dans l'analyse de Rafik Arfaoui, il est noté que le phénomène migratoire dans le monde met toutes les parties prenantes du système à contribution pour pouvoir satisfaire la prise en charge des migrants. Ainsi, arrivés dans leur territoire de rêve, les migrants parfois se muent en des personnes demanderesses d'asile. C'est le cas dans les territoires français. On mentionne des enjeux autour des processus de demande d'asile, dans le cadre d'une société organisée en réseau. Le contexte d'Ambert et les communes aux alentours, région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le département du Puy-de-Dôme en France, sont marqués par l'hétérogénéité de l'accueil, avec des acteurs hétéroclites. On se heurte à 2 formes d'éléments qui bloquent la poursuite du rêve des migrants, la domination et l'oppression. Le dernier aspect reste celui du plus brut. Des personnes sont insérées dans le régime de marginalisation et d'exclusion. D'après la loi française en vigueur, ces personnes n'ont pas droit au travail. Elles bénéficient d'une indemnité journalière versée sur leur compte du livret A à la banque postale, pendant le temps de l'instruction. L'enquête est basée sur des entretiens semi-directs auprès des élus locaux, des associations ou des bénévoles impliqués dans la chaîne. Elle repose également sur 2 approches empruntées à la psychologie et à la philosophie, mises en exergue dans les méandres du burden sharing. La contribution de Xavier Briquet présente le prix payé par les migrants et pour leur accueil aux frontières. Malgré la mise en place d'une loi par le Parlement espagnol en 2014 visant le rapatriement des migrants clandestins, on continue d'enregistrer chaque jour des arrivées massives. L'Afrique au sud du Sahara compte des milliers de départs par an. Selon une certaine logique bien agencée, l'Europe c'est le paradis. Cependant, on donne l'impression d'ignorer les atrocités que subissent les candidats à l'immigration. Ceux qui ont réussi ce qu'il convient d'appeler la traversée ne sensibilisent pas assez pour tenter de dissuader et de stopper la razzia. Pire, ils exhibent leur mieux-être, motivant par là même les congénères restés dans leur pays. Il paraît intéressant de retracer le parcours des migrants de leur pays d'origine, jusqu'à Ceuta et Melilla. Ce sont des zones carrefour où les migrants sont contraints d'y faire escale. Cette transition est exhibée par les candidats à la traversée, comme étant une opportunité de sortir de l'immobilité et des vicissitudes de la vie quotidienne, en vue d'une meilleure installation en Europe. Seulement, il existe des conditions inhumaines conduisant entre autres à l'humiliation et au mépris doublé des discriminations raciales. Les étapes du parcours sont émaillées d'une ou de plusieurs épreuves mettant en évidence la bravoure, la hardiesse et la ténacité des candidats. Malheureusement, plusieurs perdent leur vie dans ce grand cimetière marin, la Méditerranée. Il devient urgent de dissuader et de rendre les uns et les autres conscients des dangers liés à une volonté d'émigrer vers l'Europe,
par des voies peu recommandées, de tous les risques. Les politiques migratoires européennes ne visent pas à juguler les phénomènes migratoires. Elles constituent un ensemble de stratégies mises en place pour maintenir l'hégémonie des pays. Il en ressort l'urgence de la définition des notions, telles que le bien ou tout simplement l'aide. L'Europe ne représente pas l'unique terre d'accueil des migrants et réfugiés dans le monde. Le Proche-Orient, bien qu'étant une région des tensions et des conflits, l'est également sur une échelle différente. La reconnaissance des camps de réfugiés par l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient a ouvert une ère nouvelle de conflits dans la bande de Gaza. Nicole Tabet démontre comment ces logis avaient pour principal objectif d'abriter les Palestiniens forcés de quitter le territoire israélien, après la guerre israélo-arabe de 1948 à 1949. Ces lieux de concentration étaient bien séparés entre eux, par des limites bien établies. Environ 7 décennies plus tard, ces espaces connaissent une excroissance tant sur le plan architectural que spatial, sans véritablement trouver des éléments justificatifs. Des mouvements politiques tels que le Hezbollah prennent du terrain dans le camp, surtout dans ses frontières ouest. L'armée chargée du contrôle de ces lieux de résidence ne donne aucune explication sur l'entrée des matériaux de construction. Progressivement, le camp se reconstitue en une vaste ville en devenir. Ce contexte est marqué de discussions autour de l'expropriation des terres par le Liban. Les frontières des univers migratoires sont très perméables. Consolidation ou substitution, inclusion ou exclusion dans les camps participent au modèle de gestion adapté des réfugiés ou des migrants pouvant servir d'exemple dans le monde. Les barrières, les frontières sont à réquisitionner à travers les déplacements virtuels impulsés par le numérique, les réseaux sociaux, les sites internet. Sur des plateformes virtuelles, les acteurs développent des interactions migratoires. Une autre contribution dans cet ouvrage, celle de Joaquim Felipe Père de Castro, présentée en anglais, porte sur l'éducation et l'apprentissage des migrants portugais et leur acculturation. Il n'y est pas évoqué uniquement la connexion Internet, mais l'ensemble des technologies de l'information et de la communication qui contribuent au changement dans les relations interculturelles. Comment les migrants portugais ont changé en apprenant par le numérique, surtout en acquérant une deuxième culture, tout en maintenant leur culture d'origine. En outre, l'histoire rappellera toujours les faits marquants de la fin d'année 2017, à la suite des révélations relayées par la chaîne de télévision britannique CNN, au sujet des actes d'esclavage en Libye. José Manuel Maroto Blanco et Bidrombe Djandue montrent ainsi que ces images ont suscité des vagues d'indignation des populations africaines face au silence de la classe politique internationale. La récupération a été virulente au point où les questions liées à l'impérialisme sont revenues sur les tables de discussion et de débat, tant en Afrique que dans les pays d'accueil de ces migrants en Europe. L'Espagne, ancienne mère patrie de la Guinée équatoriale, est l'un des territoires visés par les migrants africains. Depuis 1959, les ressortissants africains ont vécu de graves situations de violation des droits de l'homme, parfois pires que le drame libyen. Mais ces écarts n'ont jamais fait écho. Pourtant, dans une littérature, les auteurs africains et équato-guinéens en particulier ont essayé de faire entendre leur voix pour décrier les multiples traitements dont ils sont victimes dans ces pays considérés comme Eldorado. Racisme, exploitation sexuelle avec des reliques coloniales. Un bilan bibliographique porte la voix des migrants et tente de faire les ronronnements des médias occidentaux qui ont noirci les mobiles d'immigration des Africains vers l'Europe. Les migrations ont également des implications dans le plurilinguisme selon des logiques tant pacifiques que conflictuelles dans les apprentissages transculturels. Le multilinguisme au travers des langues et dialectes des migrants se heurte aux conflits linguistiques dans les processus d'apprentissage des langues cibles, comme outil d'inclusion sociale dans leur nouvel environnement socioculturel. Dans les représentations sociales, les modes de pensée, les interactions et comportements entre enseignants formateurs et migrants apprenants, cette confrontation linguistique est considérée comme des moteurs d'évolution, nécessaires à l'apprentissage des langues des pays d'immigration et de leur culture, Blaise 2008. Partant du constat qu'en situation de migration, le rapport à l'apprentissage de l'écrit est un rapport biographique au savoir, Leroy 2013/243, c'est fondé sur la notion d'expérience et d'expérience de la frontière, Agier 2016/51 que cette tension linguistique s'actualise.
Les conflits linguistiques peuvent être interrogés sous plusieurs angles, dans une relation asymétrique entre dominant et dominé, adulte et enfant. Apprendre en transculturalité demeure un défi qui se dégage de ces tensions dans un nouvel environnement. En centre social et éducatif pour mineurs migrants en France, Yanfidel Simba analyse les bricolages en situation d'éducation d'urgence dans les apprentissages transculturels, informels et non formels, susceptibles de générer des tensions et conflits de socialisation. Le conflit linguistique circonstancié dans l'accompagnement des mineurs en migration génère une relation éducative, asymétrique et transculturelle, où les formateurs bricoleurs sont les dominants face aux dominés, les mineurs. Tous ne parlent pas la langue française et n'ont pas les mêmes niveaux d'études, ni les mêmes âges. Ces mineurs sont regroupés dès leur arrivée, dans les classes uniques où se construisent des savoirs, se développent des compétences, s'acquièrent des nouvelles cultures. Ces enfants subissent des changements dans les automatismes et prérequis, en classe unique, multilingue, multi-âge et multiniveau posant un problème d'efficacité pédagogique. Les apprentissages transculturels hors de l'école française et en situation d'urgence oscillent entre bricolage, tâtonnement et conflits face aux mineurs isolés. Ceux-ci ont été privés d'éducation durant la période de la migration dans les pays de transit, où les dispositifs d'accompagnement éducatif sont insuffisants ou quasiment inexistants au vu de leur situation. Ces mineurs multilingues venus surtout des pays d'Afrique et d'Asie se classent en 3 catégories: les non scolarisés, les très peu scolarisés et les scolarisés. La réalité observée montre que les mineurs isolés en France accèdent difficilement à l'éducation nationale. Lorsque c'est le cas, ils sortent peu de temps après du système scolaire sans diplôme ou avec tout juste un certificat. À défaut d'un travail régulier, certains sont tentés de poursuivre leur migration. Le déplacement en migration n'est pas uniquement géographique, il est également symbolique, cognitif, langagier et usuel. Au cours de son voyage, la personne migrante est confrontée à de multiples situations inédites face auxquelles elle devra déployer de réelles stratégies d'adaptation et d'apprentissage variées. Leroy, 2013. Il s'agit de véritables écarts au sens de François Julien 2016, entre des pratiques précédemment assimilées et de nouvelles à s'approprier. Ces acquisitions récentes n'effacent pas les précédentes mais s'organisent en répertoires pouvant se lister et s'inventorier, formant une gamme originale selon chaque personne. Pour autant, elle n'échappe pas au risque de conflictualité qui peut surgir dès qu'elle se pose en termes de loyauté familiale ou historique. Ainsi le migrant sommé de se transformer est-il soumis à des tensions contradictoires. Les uns lui demandant d'être fidèle au répertoire précédant sa migration, les autres attendant qu'il le gomme tout au profit du nouveau. Il revient à interroger la singularité de chaque recomposition personnelle et des situations inédites d'apprentissage, en mettant en avant la potentielle richesse que cette diversité de ressources recouvre. Leroy, 2013. Dans leur nouvel environnement, les migrants sont souvent confrontés aux problèmes de logement. Le logement reste un élément d'identification et de stabilité pour l'individu. Adam Choukri et Saïd El-Mekki revisitent la logique normale de l'acte migratoire. Les migrants quittent leur logis naturel qui n'a pas su répondre à leurs besoins, pour un autre, et se mettent à la recherche d'un nouvel Eldorado. Carrère et Baudet 2004. Quand le déplacement a été facile, ce n'est pas l'adaptation qui le sera. Les migrants rencontrent d'énormes difficultés pour s'établir, se loger, se socialiser dans le territoire d'accueil. Par les sciences économiques et économétriques et un style mathématique, il ressort les éléments pouvant donner droit à une propriété. L'ancienneté, la taille de la famille et le nombre des personnes actives, ainsi que le travail, les fiches de paye et les avis d'impôt pour le cas de la France, ouvrent ou non les portes des foyers ou du logement. La détermination de ces facteurs ne donne pas automatiquement droit à la propriété. Il apparaît un forcing, une lutte sans merci à laquelle se livrent les migrants pour avoir une place au soleil. Le phénomène migratoire attire de plus en plus l'attention de toutes les communautés du monde en général, et européennes en particulier, sur les questions de genre et de sexualité. Emiliana Mangone traite des nouvelles trajectoires de recherche sur le genre et la sexualité des migrants face aux migrations méditerranéennes. Cette préoccupation s'invite sur les tables de discussion. Leroy 2013. Autour de la Méditerranée,
les questions irrelatives prennent de l'ampleur au point où les mesures sont envisagées pour tenter de repousser le flux exponentiel actuel. Il transparaît la nécessité de construction d'une méthodologie adaptable à ce qu'on pourrait appeler l'effet tabou de la migration. Rentrer dans une étude sur le genre et la sexualité sous-entend qu'il faille au préalable briser les barrières socio-anthropologiques autour du sujet. Une approche spécifique permettrait d'échapper au vide scientifique autour du statut sexuel des migrants. Les barrières socio-anthropologiques sont par ailleurs brisées par Ceylan Turtuk dans l'analyse de l'expérience sociale du divorce des femmes turques immigrées en France. Il existe une corrélation entre la migration et le divorce. Des mariages en Turquie ont une durée éphémère aussitôt que les couples immigrent en France. A priori, la migration augmente la probabilité et le risque d'aboutissement au divorce ou plus simplement à une séparation pour les couples immigrés. La société turque est essentiellement musulmane et souvent pauvre. Dans un contexte de pauvreté, les familles refusent de prendre en charge les longues études des filles. Les itinéraires allant du mariage au divorce sont revisités. Après s'être unis par les liens du mariage, le couple ayant choisi la migration quitte la Turquie et arrive en France avec des ambitions de mener une vie nouvelle. Malheureusement, de nouveaux biais de l'univers migratoire naissent et obstruent le fonctionnement du mariage. Des problèmes surgissent suite au divorce. Les femmes ne se sont pas préparées à ces conséquences. Violence, monoparentalité, abandon de la famille, solitude, adaptabilité difficile, situation précarité, etc. Après le retour au célibat, les femmes turques optent pour l'intégration dans la société française. Décider de partir de son pays d'origine pour un autre s'explique entre autres par des mobiles socio-économiques pour les femmes comme pour les hommes. En Afrique, les migrations deviennent un fait normal qui n'exclut plus l'infiltration de la féminité. Pendant longtemps, le nomadisme était le fait des hommes, chefs de la communauté, obligés de penser à l'épanouissement de la famille. La mondialisation permet désormais une ouverture sur le monde, et pour les femmes. Ce constat introduit la notion de féminisation des migrations, selon Iman El-Fakawi. Comment comprendre les raisons qui amènent les femmes à s'intéresser au risque de la migration en territoire marocain ? Dans un élan probabiliste et statistique, cette recherche s'est appesantie sur les profils des migrantes issues d'Afrique subsaharienne. Le secteur informel recrute les différentes catégories des migrantes qui se retrouvent au Maroc. Entre la coiffure, l'esthétique, la restauration ou encore le petit commerce, entrepreneurs se réunissent sur la place du centre commercial Souk Namoudari de l'ancienne Médina de Casablanca. Les activités génératrices de revenus mettent les migrantes face à un dilemme: partir ou ne pas partir. Au cœur de cette migration sud-sud, Nsangou, 2018, le Maroc est considéré comme une escale avant d'atteindre la destination finale qui est l'Europe. À partir du pays d'accueil, certaines arrivent à répondre positivement aux attentes de leur famille restée au pays, Bigot 2009, Nsangou 2018. Conséquence directe, ces offres favorisent une considération spéciale aux donatrices et suscitent l'envie des autres femmes de la maisonnée ou de la famille à vouloir émigrer. Le souk, du nom de cet espace commercial, devient alors le lieu des interactions sociologiques entre communautés d'univers différents, les nationaux et les étrangers, les autochtones et les allogènes. Ce caractère cosmopolite devient donc favorable à l'expansion de la migration féminine. Par ailleurs, les migrations sont aussi d'ordre sanitaire. Des milliers de migrants africains choisissent l'Italie comme destination finale à cause des bons traitements des politiques migratoires de ce pays, bien que l'arrivée de l'extrême droite en 2018 au pouvoir tente de durcir les lois. Cecilia Santilli note une volonté de réserver un bon accueil aux étrangers, surtout en matière de santé. Le système de santé, devenu fédéral, permet à tout le monde d'en bénéficier jusqu'aux régions. Malgré les efforts des autorités, le taux de contamination à l'hépatite B, par exemple, reste à la hausse sous le regard ahurissant des services en charge. Cette lecture relate la non-observance des patients migrants en Italie. Des raisons empêchent le suivi de ces patients. Les tracasseries administratives autour du traitement amènent souvent les migrants à abandonner les soins. Les responsabilités dans cette affaire sont partagées. Il en ressort la nécessité de trouver une stratégie commune pour pallier ce manquement. Les questions de santé méritent une attention particulière.
Les questions médicales s'associent à ceux de la géographie, de la sociologie ou à ceux des autres domaines pour mettre en exergue le tout migratoire. Dépassant les connaissances classiques de la géographie humaine au sujet des mobilités des populations, la géographie importe désormais dans son champ d'analyse de nouveaux outils pour comprendre les nouvelles territorialités découlant des déplacements des hommes. Quant à la sociologie, elle s'intéresse à la production de l'altérité par les phénomènes migratoires, dans une dynamique de déconstruction et de reconstruction des sociétés portée par la création de nouvelles zones d'hybridation culturelle. L'anthropologie de l'immigration, dans son analyse des dynamiques des communautés d'immigrés, se présente en revanche comme une subdivision de l'anthropologie urbaine, laquelle s'intéresse au groupe d'immigrés comme une des composantes de la ville, Nsangu 2018. L'approche de l'ethnologie au sein du paradigme migratoire étudie les espaces de médiation interculturelle. L'histoire présente les migrations comme un phénomène qui transcende les générations, en tant que trait caractéristique transversal des communautés humaines en perpétuelle expansion. Du point de vue de la science politique, bien que longtemps négligée par les politiques publiques étatiques, les migrations contemporaines redéfinissent désormais les relations internationales et questionnent la souveraineté des États quant au contrôle de leurs frontières. Ces flux transnationaux provoquent la recomposition des communautés nationales sur des territoires étrangers et créent une crise de la citoyenneté. Au total, ce phénomène diasporique est désormais une réalité sans cesse mutante qui appelle une nouvelle forme de diplomatie, de vivre ensemble, d'éducation, de considération des rapports sociaux de genre, de prise en charge des malades, des aménagements de l'espace vital, Bigot 2009, Agier 2016, Nsangu 2018. Pays d'origine et terre d'accueil, avec ou sans conflit, sont des espaces de vie en constante négociation. Bibliographie. Agier Monsieur 2016, Les migrants et nous. Comprendre Babel, Paris, CNRS Éditions. Bigot D. et al., 2009, Fichage et listing. Quelles incidences pour les individus, Paris L'Harmattan. Blaise Monsieur 2008. De la pluralité culturelle à la transculturalité. L'apprentissage-enseignement d'une langue vivante peut-il avoir un rôle de transformation personnelle et collective? Et là. Étude de linguistique appliquée, 152, pp 451-462. Carrère V. et Baudet V. 2004, Délit de solidarité plein droit, 59-60, pp 14-17. Diminescu D. et al. 2010, Les migrants connectés, tome IC, Mobilité et migration réseau, Paris, La découverte. Genif Swilama, N. Dir, 2006, La République mise à nu par son immigration, Paris, La fabrique. Julien F. 2016, Il n'y a pas d'identité culturelle, Paris, édition de Lerne. Leroy D. 2013, Écriture de femmes déclarant ne pas écrire. 4 femmes latino-américaines à Paris. Cahier de la recherche sur l'éducation et les savoirs, 12, pp 225-246. Nsangu, MM 2018, Migration des Camerounais en Guinée équatoriale. Quels enjeux de développement dans la migration sud-sud? In Batibonac, P. et Batibonac, S. Le développement autrement. Craquelure localisée du développement au Cameroun, Douala, Edicad, pp 306-335. Simba, J.F., 2014, Récit de parcours migratoire et vie quotidienne de mineurs isolés étrangers à la Maison du jeune réfugié à Paris, Mémoire de master en sciences de l'éducation, Paris, Université Paris 8. Première partie, Mutation dans les migrations, conflictualité dans les pratiques institutionnelles et face aux frontières. Mutation dans les récits de vie, et des catégorisations des mineurs isolés en France. Yanfidel Simba. Chargé de cours en licence 3 de sciences de l'éducation à l'IED, Université Paris 8 par la 70e section du comité consultatif. Doctorant en sciences de l'éducation, Laboratoire EXPERICE, Paris 8. Titulaire de 2 Master 2, professionnels et recherche, en sciences de l'éducation, dans les universités Paris 10 Nanterre et Paris 8, et d'un Master 2 recherche en travail social, action sociale et société du Conservatoire national des arts et métiers CNAM de Paris. Résumé. Ces notes de synthèse portant sur les mineurs isolés étrangers, mineurs non accompagnés, sont les résultats d'une recherche entreprise dans le cadre de ma thèse en cours d'achèvement en sciences de l'éducation, dans un angle pluridisciplinaire.
Mineurs en migration ou mineurs migrants sont des sémantiques plus adaptées face aux réalités du terrain. Ces notes portent un regard critique sur l'analyse des clés de lecture des récits de vie, dans une approche biographique, et sur les contextes en mutation d'où émergent des nouvelles catégorisations des mineurs migrants et réfugiés en France via l'Europe. Selon les résultats obtenus dans nos travaux, les catégorisations de ces enfants et adolescents 12 à 17,5 ans se heurtent aux logiques normes institutionnelles et se classent en 5 groupes. Les exilés, ce sont les réfugiés statutaires et les mineurs ayant obtenu le bénéfice de la protection judiciaire, les migrants économiques, les mandatés circonstanciés, les migrants sanitaires et les déplacés ou réfugiés climatiques. Cependant, il est important de rappeler que cette recherche sur les catégorisations des mineurs isolés n'est pas la première en France, puisqu'elle a déjà fait l'objet d'une enquête sociologique, Etiamble, 2002 sur 59, et d'une synthèse, Etiamble et Zana, 2013 sur 8, autour des typologies de ces mineurs migrants. Mais les résultats auxquels ces deux recherches, quantitatives et qualitatives, sont parvenus présentent aussi bien des similitudes que des dissemblances. Mots-clés, mutation, récit de vie, catégorisation, mineurs isolés, France. Introduction. Les récits de vie des mineurs en migration en France se heurtent aux mutations et conflictualités observées dans les migrations mondialisées. Durand et Martin, 2008 sur 2. Dans cet ancrage subjectif, les récits biographiques résultent théoriquement des expériences vécues. Dans la migration, les récits sont liés aux facteurs ou contextes politiques, économiques, socioculturels, religieux et écologiques des pays d'émigration. Mais dans les demandes d'asile rédigées par les référents sociaux en France, d'autres expériences n'ont pas été vécues. Elles sont imaginaires ou mensongères face aux politiques migratoires restrictives. Les contextes politiques ne sont pas le motif principal de la migration des mineurs. Dans l'analyse des récits biographiques et authentiques, d'autres mineurs migrants ont des raisons économiques. Les sociétés occidentales considèrent totalement cette catégorisation comme des faux demandeurs d'asile, ou faux réfugiés. Pourtant, la pauvreté ou la misère sociale des pays d'émigration découle en grande partie des problèmes de gouvernance, des mauvais choix des politiques économiques, des conflits politiques. Les migrants économiques, comme certains exilés politiques, sont aussi victimes des conflits politiques et des tensions ethniques autour du partage des ressources. Les problèmes politiques ont des impacts sur les questions économiques. Cette considération de faux réfugiés, généralisée autour des migrants économiques, est une déduction hâtive, et dont le but est d'opérer des tris entre les migrants. Cette fausse perception est politique, bien qu'elle soit fondée sur les droits d'asile existants en France et en Europe. Les migrants économiques sont exclus de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, puis du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en France, CESEDA. Ces dispositions montrent leurs limites depuis plusieurs années, face aux mutations en cours dans nos sociétés mondialisées, où les migrants économiques sont de plus en plus poussés hors des frontières nationales par la mauvaise gouvernance et ses conflits politiques. Leur exclusion des droits d'asile occulte les raisons économiques dans les demandes d'asile, pour des raisons stratégiques. En France et dans le reste du monde, les migrants économiques sont souvent déboutés du droit d'asile. Pour s'en échapper, la plupart des mineurs migrants choisissent les raisons politiques. Mais les raisons de la migration sont aussi d'ordre socioculturel et religieux. De quoi s'agit-il ? Par ailleurs, à l'ère du réchauffement climatique, de nombreuses études font le lien entre migration et climat, GEMEN 2010 sur 5, qui ne touche pas seulement des adultes, mais aussi des mineurs. Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Pourquoi les réfugiés climatiques sont-ils exclus du droit international, alors que ce phénomène migratoire est devenu incontestable au XXIe siècle ? Faudrait-il réécrire la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le droit d'asile en France, afin d'y intégrer les réfugiés climatiques ? Les résultats de cette recherche sont présentés en deux grandes parties. L'analyse de l'opposition classique des récits de vie entre objectifs subjectifs, cohérents-incohérents, puis les mutations dans les récits de vie et des catégorisations des mineurs migrants. Une opposition classique des récits de vie, entre objectifs subjectifs, cohérents-incohérents. Un intérêt personnel et scientifique dans l'objet de recherche. Cette contribution à l'étude du phénomène migratoire des mineurs est d'abord portée par un intérêt personnel. Autant le dire d'emblée,
ce travail est plus ou moins lié à mon parcours migratoire partagé avec les jeunes enfants. L'objet de recherche est parfois lié à la structure personnelle du chercheur comme à ses autres implications. Arduano, 1990/30, tout en y gardant une distance. L'objet de recherche renferme quelque chose qui résonne avec le vécu socio-éducatif et historique du chercheur, pour toi 2006/13. Cette contribution est, en outre, portée par un intérêt scientifique, dans le cadre des recherches universitaires conduites du master au doctorat. Des récits biographiques au contexte mondialisé. De l'école de Chicago des années 1920 à 1930 à la sociologie française, le récit de vie reste un grenier qui recèle une richesse inépuisable d'informations. Cette pratique développée en France depuis plusieurs années soulève des questions épistémologiques et méthodologiques prenant plusieurs directions sur des terrains variés. Le récit biographique est un type d'entretien individuel ou collectif dans lequel les mineurs en migration en France et en Europe se remémorent leur vie, pour raconter les expériences vécues. L'objectif assigné dans cet exercice n'est pas de focaliser l'attention sur un jeu de questions-réponses à partir d'une grille d'entretien, mais sur l'énoncé d'une consigne initiale qui invite le narrateur à faire le récit de la totalité chronologique de sa vie ou d'une partie. Pogam 2010/39. Mais cet exercice ne consiste pas à couvrir l'épaisseur du temps historique de la totalité de la vie du mineur, et s'intéresse qu'à l'épisode quelconque de son expérience vécue, Berthaud 1997/32, car faire sa vie n'a jamais été facile, Pinault et Legrand 2013/3. Il devient difficile de raconter tous les épisodes de sa vie. Ce qu'il faut retenir du récit de vie est essentiel dans ses logiques d'action inscrites dans cet ancrage subjectif. Souvenirs d'enfance, récits de voyage ou de vacances, incidents de notre vie, événements vécus. Brun 2008/6. La posture adoptée dans les entretiens individuels et collectifs consistait à laisser les mineurs migrants parler le plus longtemps possible. Mais les zones d'ombre du récit nécessitaient quelques éclaircies autour du langage utilisé, les africanismes et termes dialectaux empruntés dans les langues populaires d'Asie. Ce qui a occasionné des relances qui ont permis de clarifier les zones d'ombre de certaines parties du récit. Cependant, durant les années de travail sur le terrain, la question d'échantillonnage s'est posée avec plus d'acuité dans l'analyse des mutations du phénomène migratoire des mineurs. Dans les récits de vie en mutation et ayant permis de reconstituer les catégorisations de ces mineurs migrants en France, il n'a pas été question d'opter pour un travail quantitatif dans lequel il n'existe aucun principe universel garantissant l'échantillon étudié dans l'évaluation quantitative. Même la taille de l'échantillon n'est pas une garantie de qualité et de pertinence. Pogam 2010/31. Durant les 10 années de travail, l'approche quantitative n'a pas guidé cette problématique de recherche qui se veut qualitative. Le quantité a attiré néanmoins l'attention du chercheur sur la multitude des récurrences des cas étudiés dans les catégorisations en mutation, sans que ces récurrences en bénéficient d'une élaboration d'un tableau statistique. Au total, 666 entretiens directifs, semi-directifs et questionnaires ont été réalisés. La méthode d'enquête par questionnaire portait sur les facteurs d'émigration des jeunes enfants, âgés de 12 à 17,5 ans, âge officiel mentionné sur leur pièce d'état civil et récépissé de demandeurs d'asile. Des longs entretiens ont été réalisés dans des restaurants et espaces publics variés, flancs latéraux des gares, jardins. Les observations participantes effectuées en centres socio-éducatifs ont permis de récolter une masse considérable d'informations, de jour comme de nuit, dans les salles de cours, les chambres d'hébergement, puis lors des sorties culturelles et des visites guidées à Paris. Cette immersion a été facilitée par notre statut de réfugié et de bénévole. D'autres récits ont été recueillis à la sortie d'établissements secondaires, auprès des mineurs migrants reçus dans les unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants, UPE2A, de l'Éducation nationale. Les entretiens ont été enregistrés dans les dictaphones et retranscrits entièrement, en gardant l'anonymat souhaité par toutes les personnes interviewées. Le recueil des récits de vie a été possible à l'aide des interprètes issus des nationalités différentes, originaires des pays des mineurs migrants et sollicités dans le voisinage du CADA, Centre d'accueil pour demandeurs d'asile, partagés,
dans un climat de confiance partagé avec les mineurs qui ont eu besoin de notre aide et ne cachaient pas leur souhait d'être conseillés autour de nos stratégies. Les obstacles du terrain ont été dénoués avec l'aide d'une dizaine d'interprètes parmi les hommes et les femmes volontaires de 19 à 52 ans, parlant une diversité des langues et partageant les mêmes traditions et cultures avec les mineurs en migration. Les travailleurs sociaux du secteur public et intervenants sociaux du secteur privé dans leur diversité, âgés de 21 à 57 ans, ont été également sollicités. Beaucoup de référents sociaux ont accepté nos entretiens consacrés sur les récits d'exil. Certains d'entre eux ont saisi cette opportunité pour affirmer que certains récits des migrants ne sont pas cohérents au moment de leur recueil. Très souvent, dans les pratiques, les récits sont rendus cohérents en retirant les passages pouvant jouer en leur défaveur, et en rajoutant des informations utiles dans les demandes d'asile, afin qu'elles rentrent dans les critères définis dans le droit d'asile. Cependant, d'autres praticiens n'ont pas souhaité répondre à nos questions pour des raisons d'éthique. Ces acteurs ont préféré garder leur silence autour des pratiques pouvant susciter des émois et polémiques, qui les exposeraient aux représailles de leur hiérarchie, et éventuellement à la perte de leur emploi. Sur le terrain, l'observation participante a été en partie incognito, c'est-à-dire cachée, où l'observateur ne déclare pas son rôle. Cette manière pose des questions d'éthique fondamentale dans l'observation transparente, où les sujets observés savent qu'ils le sont dans la recherche. Une telle démarche s'avère stratégique face aux verrous administratifs, et face à certains responsables d'établissements du secteur social qui s'opposent parfois à la venue des chercheurs. Cette démarche compréhensive et justifiée est similaire à celle pratiquée dans les guichets de l'immigration, Spire, 2008/24. Mais la participation aux réunions de travail a permis de réaliser des observations directes, sans intermédiaire, en qualité de bénévole et d'interprète en langue vernaculaire lingala et kituba, auprès des mineurs migrants venus des 2 Congos en Afrique centrale. Une analyse critique des normes logiques institutionnelles, face aux récits de la migration des mineurs. Les récits de vie des mineurs en migration sont déterminants dans la demande d'asile. Ces récits se heurtent aux dispositions juridiques, aux normes et logiques institutionnelles qui influencent les pratiques des travailleurs sociaux des services publics et privés. Ces derniers recueillent les récits et s'informent des contextes des pays d'émigration, dans le but de les rendre cohérents face aux exigences institutionnelles. Les référents sociaux se saisissent des questions d'objectivité, décrivant les contextes des pays d'origine et de subjectivité, en supprimant les parties incohérentes des récits, susceptibles de jeter le doute et de discréditer les récits dont l'intérêt sociologique réside pourtant dans un ancrage subjectif. Soumis aux normes et logiques institutionnelles, les récits d'exil et les pièces d'état civil fournies par les mineurs migrants se heurtent à l'épreuve de la détermination médico-légale de l'âge qui les remet souvent en cause. Les récits sont aussi scrutés par les officiers de protection de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et les juges de la CNDA, Cour nationale du droit d'asile, qui décèlent souvent des incohérences. Il n'est pas surprenant de constater que dans la plupart des rejets de demandes d'asile au nom du peuple français, les réponses écrites contiennent presque les mêmes sémantiques devenues habituelles dans le travail social et intervention sociale. Il est reproché à ces mineurs en migration d'avoir des récits incohérents, de s'être montrés peu prolixes lors des entretiens à l'OFPRA, ou d'avoir des liens de parenté insuffisants, d'avoir des pièces d'état civil de fabrication artisanale. Ce qui jette le discrédit sur leurs déclarations. Il arrive aussi que les récits soient éloignés des dispositions juridiques en vigueur. Dans ces rejets de demandes d'asile, il y ressort des phrases similaires découvertes par les migrants et lues assez souvent par les référents sociaux. Il est notifié au demandeur d'asile que sa situation ne relève pas des cas visés aux articles L71A1 et L712A1 du CCDA, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en France. Beaucoup d'autres imprécisions et incohérences sont relevées dans les mêmes récits peu convaincants, dans La République mise à nu par son immigration, Guénif Swilama 2006/220. Les équipes socio-éducatives des établissements sociaux en prennent conscience depuis plusieurs années. Les rejets de demandes d'asile qu'elles reçoivent sont perçus comme un échec professionnel. Les incohérences relevées dans les récits d'exil réinterrogent leurs pratiques, leurs méthodes de travail. Certains référents sociaux, mis à l'épreuve, se stressent et se lancent des défis,
afin d'améliorer les statistiques des jeunes dans l'obtention du statut de réfugié et des régularisations à la préfecture des déboutés du droit d'asile devenus sans-papiers. Les échecs de certains référents sociaux peuvent susciter des critiques venant de leurs collègues qui les traitent à leur insu d'incompétence, d'inefficacité dans la méthode de présentation des faits circonstanciés dans les récits d'exil transmis aux autorités administratives. Les critiques et humiliations discrètes viennent de toutes parts, notamment des migrants et des autres travailleurs sociaux. Ces critiques sont susceptibles de créer un climat délétère qui peut déboucher au harcèlement moral, au travail que certains référents sociaux ne supportent pas du tout. Des tensions et conflits apparaissent ainsi dans le travail social et intervention sociale dans les relations avec les migrants. Les tensions et conflits peuvent aussi déboucher à un départ négocié, à un abandon de poste ou à une démission. Cette situation justifie en partie les postes vacants à pourvoir dans le travail social et intervention sociale, du fait des départs. D'autres référents sociaux endurent ces épreuves comme un moyen pour se perfectionner dans l'exercice de leur métier, ou d'acquérir une expérience. Face au rejet de demandes d'asile, il arrive en outre que certains professionnels déchargent leurs échecs sur les discriminations institutionnelles et légales subies par ces mineurs en désaffiliation, un peu partout en Europe. Mais d'autres professionnels vont plus loin. Ils n'hésitent pas à relayer les soupçons de xénophobie et de racisme d'État, dans les rejets, selon les sémantiques utilisées dans la pétition nationale P2852 du réseau Éducation sans frontières, RESF, contre la proscription des tests d'âge osseux, publiée dans Le Monde.fr du 17 janvier 2015, ayant recueilli plus de 15 000 signatures en ligne. D'autres référents sociaux, ne partageant pas ces sémantiques, sortent de leur devoir de réserve et de confidentialité. Il en ressort, contrairement à ce que l'on croit, que l'appareil de l'État est une machine à trier pour accueillir, certes, mais rarement une machine pour reconduire des mineurs migrants hors des frontières nationales. En dépit des tris auxquels ils sont confrontés, la plupart des mineurs étrangers déboutés du droit d'asile sont rarement expulsés. Ces jeunes bénéficient toujours du soutien en milieu associatif, s'inscrivant dans la durée, jusqu'à l'aboutissement des recours administratifs. Les dossiers finissent par être régularisés à la préfecture, grâce à la dynamique du travail associatif, selon Mathieu, cadre socio-éducatif à Paris. Entretien réalisé le 15 septembre 2018. Pour limiter les rejets, certains mineurs préparent leur récit d'exil en amont, grâce aux moyens de communication, téléphone portable, Skype, Messenger, dans les routes migratoires et au moment de leur arrivée en France. D'autres mineurs appuient leur demande d'asile en introduisant des certificats médicaux au dossier. L'obtention de ce document reste un défi pour certains migrants qui bousculent les codes de la médecine moderne, par les stratégies mises en œuvre. Certains parmi eux n'hésitent pas à utiliser leurs cicatrices comme des preuves de persécution ou des violences subies dans le pays d'origine, afin d'obtenir les certificats médicaux. Pourtant, dans l'exil de l'intérieur en CADA, centre d'accueil pour demandeurs d'asile, durant des années, force est de constater que toutes les cicatrices corporelles ne sont pas issues des violences. Certaines cicatrices sont survenues, soit lors des jeux d'enfants, soit à l'école, soit sur les chantiers de travail pour les enfants, soit dans les plantations agricoles, soit il s'agit des blessures volontaires et involontaires durant les périples de la migration dans les couvertures végétales, soit ce sont les traces de l'escalade des murs et des barbelés au passage des frontières, Melilla, Ceuta, dans les pays de transit. Les violences subies s'accompagnent des traumatismes psychologiques nécessitant des consultations auprès des psychologues et psychiatres, selon les cas. Mais le psychologue n'est pas très connu dans le pays d'origine de certains enfants. Ces derniers ignorent tout de son rôle et s'interrogent : à quoi sert-il dans la migration ? Les mutations dans les récits et catégorisation des mineurs. Des catégorisations rarement réinterrogées en France ? Réinterroger les catégorisations des mineurs en migration en France est une question rarement évoquée, même dans le monde universitaire où se renouvellent les savoirs. Depuis les années 2000, les typologies de ces mineurs sont reprises de façon automatique. Leurs profils sont restés figés dans la recherche, dans le travail social et l'intervention sociale, dans les institutions et les rapports parlementaires. Pourtant, dans les récits d'exil authentiques, ces profils sont en mutation. Les mutations intervenues dans ces catégorisations sont présentées dans ce travail, comme celles observées en partie, en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle par la Croix-Rouge française,
qui fait état des catégorisations d'enfants dont elle ne retrouve pas dans les typologies des années 2000. Direction de l'action sociale 2011/40. Cette observation des humanitaires jetterait-elle le doute et le discrédit sur les typologies existantes et issues des travaux entrepris dans les années 2000 ? La Croix-Rouge française aurait-elle recueilli des récits d'exil dénaturés, par les traumatismes et la menace d'expulsion des mineurs migrants par la police des frontières en centre de rétention administrative, CRA ? Les mineurs sont traumatisés par la peur d'être reconduits vers leur pays d'origine. À ce stade, n'importe quel étranger, mineur ou adulte, en situation illégale n'hésiterait pas à adopter une stratégie pouvant l'aider à s'en sortir, en orientant son récit autour des éléments émouvants et convaincants. Beaucoup sont préparés en amont dans les pays de transit, par leurs compatriotes, amis, frères, cousins, grâce au téléphone portable et autres moyens de communication, Skype, Messenger, et improvisent des récits aux frontières, dans le but de les rendre pathétiques et de rallier les soutiens des administrateurs ad hoc et des intervenants sociaux capables d'obtenir un sauf-conduit permettant d'entrer sur le territoire français et de demander l'asile. Face à une situation de détresse, la crainte de l'expulsion pousse forcément à combiner vérité et mensonge. Conséquemment, les observations des humanitaires en centre de rétention administrative, CRA, relancent le débat sur les typologies des mineurs isolés en France et même dans toute l'Europe. Ces typologies existantes ne peuvent pas être figées depuis les années 2000, car elles sont affectées par les mutations en cours dans nos sociétés mondialisées. Des récits migratoires faisant le lien avec les croyances et pratiques magico-fétichistes. Les récits de certains mineurs isolés venus d'Afrique contiennent beaucoup d'éléments faisant le lien avec les croyances de certaines religions universelles. Karim, 17 ans, un mineur isolé parti de Tanger, Maroc, raconte « La police nous harcelait constamment autour de la frontière. C'était mieux d'être invisible pour eux, les policiers. J'ai eu de la chance quand j'ai traversé. Notre Seigneur fait qu'il y ait un mur et un autre derrière. Fait que je passe devant eux sans qu'ils me remarquent et ça s'est passé comme ça. » Bargar, Jiménez et al., 2017/2. Il existe aussi des liens entre migration, croyances et pratiques magico-fétichistes. Ils sont rarement évoqués. Pourtant ils apparaissent dans les récits de vie des migrants et réfugiés en France et en Europe, et sont relayés dans l'actualité médiatique. En lien avec un durcissement mondialisé des politiques migratoires et d'une sophistication généralisée de dispositifs sécuritaires et policiers, la traversée des déserts et des détroits est devenue de plus en plus périlleuse pour des migrants. Le kit du migrant consiste à prendre, en plus de ses affaires personnelles, des gris-gris et autres objets de protection à la ceinture et au plus près du corps. Brédeloup et Bava, 2017. Les fonctions sociales données à ces pratiques sont-elles suffisantes ? Face à la fermeture des frontières de l'Europe et de la France, selon les récits de certains enfants venus d'Afrique, le recours aux croyances et pratiques facilite-t-il le passage mystique des migrants, en dominant les esprits des personnels affectés aux frontières ? Ces pratiques revêtiraient-elles d'autres fonctions ? Dominer, se protéger, conjurer les mauvais esprits ? Avant de se lancer dans les routes migratoires, certains mineurs participent aux cérémonies, cultes des ancêtres, prières à l'église chrétienne et à la mosquée. Les recherches sur les mineurs migrants d'une part, et sur les migrations en Afrique d'autre part, ont connu un développement sur des décennies. Il semble que les dynamiques familiales migratoires en Afrique restent sous-étudiées. Razi et Baby Colin, 2011/7, et que le thème des enfants migrants africains n'ait finalement pas encore suscité tout l'intérêt qu'il mérite. Razi et Rodet, 2011/5. La migration des enfants vers l'Europe renferme encore beaucoup de zones d'ombre. On évoque à ce sujet l'utilisation de la potion magique, à base de la poudre de l'écorce du Moabi, Beonella toxispermac, que les chasseurs, pygmées, se recouvrent le corps pour être invisibles aux animaux dans la forêt. Les Bantous et les pygmées attribuent aux Moabis des pouvoirs magiques et mystiques. Si la potion d'invisibilité est justifiée dans les déplacements des pygmées dans la forêt, comment expliquer alors l'utilisation de cette potion d'invisibilité dans la migration, selon les récits de quelques migrants bantouphones de 17 et 17,5 ans. Cette potion les rendrait-il invisibles au passage des frontières ? Or, se rendre invisible signifie surtout passer inaperçu. Fontaine, 1949/22. Depuis quand les migrants utilisent-ils cette potion proposée par les pygmées de la forêt équatoriale,
après leur séjour dans le campement, où ils participent à une cérémonie. Certains migrants adoptent cette pratique des pygmées diversement appelés les Baka, Bagieli et Bakola, Cameroun et Guinée équatoriale, les Aka Centrafrique, les Bambouti République démocratique du Congo, les Babenga, les Babinga, les Téessois et Babongo, Congo-Brazzaville, les Bakoya et Babongo Gabon, Delem et Makaigne 1985 sur 230. Mais l'invisibilité des pygmées vient aussi des feuilles d'arbres magiques qu'ils mettent sous la langue, et doivent observer quelques interdits, ne pas coucher avec une femme, ne pas regarder derrière. La poudre de cette potion magique est badigeonnée sur les scarifications portées sur la peau, et ça combat 1991 sur 8. Dans la culture pygmée, ces règles font partie des rites religieux dont le but est de placer les chasseurs sur la piste du gibier. L'emprunt et la transposition de ces règles par des migrants sont intéressants à plus d'un titre. Les clés de lecture des catégorisations des mineurs. Des lectures croisées dans les sciences humaines et sociales. Il est apparu nécessaire d'expliquer les catégorisations des mineurs isolées par des clés de lecture croisées dans les sciences humaines et sociales, liées à de nombreux contextes. En géopolitique, en géographie des conflits et en sociologie des conflits pour expliquer les conflits armés et politiques qui entraînent les départs des exilés, réfugiés statutaires et bénéficiaires de la protection subsidiaire. En géoéconomie pour analyser la pauvreté ou la misère sociale à l'origine des départs des migrants économiques. En anthropologie, en sociologie puis en géographie sociale et culturelle pour comprendre les causes de la migration de la catégorisation des mandatés circonstanciés. La géographie sanitaire nous éclaire sur les raisons de départ des migrants sanitaires. Et enfin la géo-environnement et la climatologie pour expliquer et comprendre l'impact du dérèglement climatique sur les déplacés et les migrants climatiques. Les catégorisations des mineurs isolés dans l'exil de l'intérieur, les réfugiés statutaires, et les protégés subsidiaires. Ce sont des exilés. Dans la Convention de Genève du 28 juillet 1951, le terme de réfugié s'applique à toute personne craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de la dite crainte, ne veut y retourner. La protection subsidiaire est un statut introduit en France par la loi du 10 décembre 2003. Elle s'applique aux mineurs et adultes, ne rentrant pas dans la Convention de Genève, mais courant les risques de subir l'une des atteintes graves suivantes en cas de retour dans le pays d'origine. La peine de mort ou une exécution, la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants, pour des civils, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence aveugle résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. Article L712A1 du CCDA. Cependant, pour expliquer et comprendre les raisons de départ des exilés, la clé de lecture géopolitique et la géographie des conflits sont croisées avec les récits migratoires. Le monde du XXIe siècle est un monde des conflits. Les guerres interétatiques opposant des armées nationales n'ont pas disparu, mais ne constituent pas la raison dominante d'émigration de jeunes enfants, en majorité des garçons venant d'Afrique et d'Asie. Beaucoup de pays d'émigration sont touchés, ces dernières années, par des tensions et conflits de nature différente et en mutation. Le terrorisme et les attentats dans les pays du Moyen-Orient, Afghanistan, Irak, Yémen, du Proche-Orient, Syrie, Égypte et en Asie du Sud, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, tout comme au Sahel, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Tchad, et en Libye où des mineurs sont supposés subir des sévices et vendus comme esclaves, y compris les migrants adultes en 2018. D'autres mineurs migrants viennent de l'Érythrée, de l'Éthiopie, de la Somalie qui est un pays en guerre civile, Gascon 2017 sur 175, puis des conflits soudanais, centrafricains et des guerres en cycle temporel répétitif à l'est de la République démocratique du Congo, rez-de-chaussée, depuis plus de 22 ans. Mais d'autres mineurs ont été victimes des printemps arabes en 2011, Égypte, Libye, Tunisie, Yémen, Jordanie, Maroc. L'Europe de l'Est, Kosovo, Azerbaïdjan, Ukraine est également une région de départ pour les migrants, car confrontée aux crises politiques et sociales.
Il existe d'autres conflits qui occasionnent les départs dans les pays sortis des guerres, où les droits humains et les libertés fondamentales ne sont pas respectés, et qui connaissent un semblant de paix. C'est le cas du Burundi, où des mineurs migrants sont victimes des tortures, dans les vagues de violence survenues dans les manifestations de l'opposition après l'élection présidentielle de 2015, Moulikizo 2015/4. Il y a aussi les rescapés des massacres au gaz sarin en Syrie. D'autres migrants ont subi, par ailleurs, des traitements inhumains et dégradants orchestrés par des groupes armés ou miliciens. C'est le cas des mineurs victimes des violences sexuelles à l'est de la RD Congo et du Soudan. Les violences faites aux jeunes filles touchent aussi les mineurs venus d'Éthiopie et d'Érythrée, et d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Certains mineurs sont enrôlés de force pour gonfler les rangs des terroristes. Cet enrôlement s'étend jusqu'au nord-est du Nigeria et nord-ouest du Cameroun où sévit Boko Haram, mouvement insurrectionnel et terroriste d'idéologie salafiste djihadiste, Pérouse de Monclos, 2015/21. Il ressort des terrains migratoires d'autres clés de lecture géopolitique et en géographie, des conflits concernant la vie politique des États déchirés divisés par de nombreux conflits post-électoraux, et marqués par des manifestations sanglantes contre l'opposition en Afrique. Les mineurs comme les adultes aspirent bien au changement. Ces différents acteurs sont de plus en plus victimes dans les manifestations post-électorales, pour exprimer leur ras-le-bol face aux dictatures qui s'éternisent au pouvoir depuis des décennies, Hutching, 2017/12. Dans les pays concernés par la participation des mineurs lors des manifestations politiques en Afrique noire, quel est l'âge requis par les législations pour le discernement des mineurs agissant ensemble aux côtés des adultes manifestants? Beaucoup d'enfants enthousiasmés par ces manifestations antigouvernementales et souvent ethnisées, subissent une répression sanglante. Des cas sont attestés dans différents pays, Andrieux 2009, Durand et Martin 2008, Lemaître 2013. D'autres mineurs sont emprisonnés et recherchés pour des dégradations, pour avoir répondu à l'appel de la coalition des partis politiques de l'opposition qui manifestent contre le pouvoir, Bangui, 2016/1. Les migrants économiques. La clé de lecture géoéconomique permet d'analyser les inégalités de richesse et de développement, les lignes de fracture et les inégalités économiques entre les Nord et les Sud. Les réalités économiques. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.